Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce canapé pour parler d'un sujet, alors j'allais dire inhabituel, en réalité non, un sujet pas inhabituel dans l'imaginaire militant écologiste, mais inhabituel dans nos débats lors des journées d'été. C'est un sujet autour de l'art, de la technologie et de l'activisme avec Joanie Lemercier. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à nos journées d'été. Tu es un artiste qui a décidé de mettre ton art et ton engagement au service de la lutte contre le réchauffement climatique, pour la justice sociale également. Et tu vas pouvoir nous en parler. Comment est-ce que tu peux te présenter, peut-être nous dire d'où tu viens, d'où tu pars, et comment est-ce que tu as décidé aussi de faire ce cheminement pour mettre en place cet activisme militant qui repose tant sur une pratique artistique, mais aussi des revendications politiques que tu assumes pleinement. Merci beaucoup Léa, merci à tous pour l'invitation. Je trouve ça vraiment intéressant de tisser des liens entre art, culture et politique. Vous le faites de plus en plus, et c'est vrai que les artistes sont aussi beaucoup un peu à l'affût de ce qui se passe dans l'échiquier politique, donc je suis vraiment très heureux d'être ici. Je vais essayer un petit peu moi de partager, non pas particulièrement mon travail, mais plutôt la façon dont j'ai une forme de prise de conscience de la situation. D'abord au sujet du climat, des émissions de CO2, mais aussi plus globalement, comme tu l'as dit, des injustices sociales et en fait de l'état du monde en général. Et pour essayer d'expliquer un peu ce processus, et je vous en parlerai, il y a eu vraiment une fracture ontologique dans mon rapport au monde il y a quelques années. Mais donc en quelques images, je vais vous montrer un petit peu d'où je viens, parce qu'on est quand même beaucoup dans le monde des arts, en particulier dans le monde des arts numériques, à venir un peu d'un monde empreint de technologie et aussi, on peut le dire, de projecteurs, de gadgets, d'ordinateurs, de toutes ces choses très très consuméristes. Et du coup, bon, moi j'ai commencé un peu par hasard. Dans ma chambre, je faisais des expérimentations avec un vidéoprojecteur et un ordinateur sur des petites pyramides en papier. Assez vite, je suis rentré dans cette esthétique très minimale et très géométrique. J'en parlerai un peu plus tard, et des liens entre idéologie et esthétique. Et donc voilà, mon milieu, mon monde, c'est vraiment l'op art, Vasarely, les motifs géométriques, les pyramides, la lumière, le beau. Et je me suis assez rapidement servi, entre guillemets, de l'architecture et de la ville comme support de projection. Et du coup, l'idée ici, avec un collectif que j'ai monté il y a des années, c'est de mettre en lumière la ville et aussi de raconter des histoires autour de l'architecture, autour de l'urbanisme, et quand même une place très importante pour nous et prégnante de l'espace public, c'est-à-dire de proposer des expériences artistiques et culturelles dans l'espace public, un espace qu'on partage, qui est en commun, et donc on peut avoir cette expérience commune. J'ai eu beaucoup de chance aussi, je ferai un pont tout à l'heure avec autre chose, de travailler avec le patrimoine, beaucoup de projections architecturales sur des cathédrales, sur des châteaux, dans des lieux vraiment assez uniques. Et donc voilà un peu d'où je viens. Les projections dans la ville et la lumière projetée avec la technologie. Ça, c'est une installation qu'on a fait beaucoup tourner ces dernières années. Je vous montre ces images très rapidement parce qu'on a ici une esthétique minimale, noire et blanche, très froide et un petit peu austère. C'est vrai que ça ne vient pas de nulle part, j'en parlerai tout à l'heure, mais on a beaucoup dans les arts numériques cette esthétique noire et blanche, froide, avec assez peu de vie, assez peu de vivant. Finalement, ça vient aussi de la science-fiction avec laquelle j'ai grandi et de ce que les artistes me montraient quand j'étais plus jeune. Et donc, pour clore sur ma pratique artistique, je m'intéresse beaucoup au paysage, à la nature. C'était un peu une volonté de s'extraire des ordinateurs et de la technologie et de revenir un peu dans le monde réel en sortant un peu de ces mondes virtuels. Donc j'ai commencé à documenter la nature et à faire des installations comme celle-là. L'image est très symbolique parce qu'on a quelque chose de très Tron-esque. Vous avez peut-être vu ce film sorti de mon année de naissance en 82, qui est vraiment l'esthétique informatique presque, où là j'essaye de représenter la nature, ce volcan islandais qui est rentré en éruption en 2010. Mais voilà, c'est un peu mon esthétique et voilà d'où je viens, avant cette fameuse fracture qui m'a fait devenir activiste. Alors, tu fais les transitions aux questions, puisque là tu nous montres un peu ton milieu artistique, en tout cas ta pratique. Et alors, tout ça, c'est aussi lié à de l'activisme. Alors cette fracture, comment est-ce qu'elle est arrivée? Comment est-ce que tu es devenu
activiste, c'est-à-dire comment est-ce que tu as décidé de mettre ta pratique artistique au service de l'intérêt général, et tu nous définiras aussi l'intérêt général tel que tu l'envisages. Alors, pour être tout à fait honnête, tout ça est arrivé par accident. J'ai découvert la vidéo d'un vidéaste youtubeur qui s'appelle Vincent Verza, que peut-être certaines personnes connaissent ici. Il a une chaîne qui s'appelle Partager, c'est sympa. Il fait beaucoup de reportages de terrain, et notamment dans les mines de charbon en Allemagne. Il a fait des images en 2018, je crois que j'ai vu son travail. Et alors je fais le pont avec cette image, mais donc dans mon travail de représentation de la nature, j'utilise des algorithmes pour faire des simulations de nature. Donc tout ce qu'on voit ici sur ces images, ce sont des algorithmes qui permettent de recréer des montagnes. On peut le voir, il y a assez peu de vie. J'ai fait il y a quelques années ce projet très particulier où je suis à la recherche du sublime. Peut-être que vous connaissez le sublime, c'est ce mouvement artistique du 19e siècle, avec notamment Caspar David Friedrich, qui est un peintre, qui peignait les paysages comme ça, des paysages immenses, c'est vraiment le romantisme allemand. Et donc souvent des paysages assez sombres, immenses, et qui font un petit peu peur. Et donc, dans les pas de ce courant, le sublime, j'ai essayé de créer des images faites avec la technologie. Et après avoir vu la vidéo de Vincent, je n'en croyais pas mes yeux, donc c'est une vidéo qu'il a faite dans la mine de charbon de Garzweiler et Ambach. Donc j'ai besoin de vous montrer des images parce qu'il y a beaucoup d'indicibles dans ce que j'essaye d'exprimer. Et c'est pour ça que pour moi l'image me permet de communiquer la sidération que j'ai ressentie quand je suis arrivé devant ce trou béant. Vous imaginez qu'on est à 1h30 de Bruxelles. Moi, c'est aussi ce qui m'a choqué, c'est le manque d'information. Pardon. Et donc, c'est un trou de 8 km par 5, 400 mètres de profondeur, 100 millions de tonnes de CO2 émises chaque année dans ce charbon qui est extrait de cette mine. Et alors, dans cette image ici que vous avez sur les écrans, moi, ce qui m'a bouleversé et ce qui a vraiment été une fracture dans ma vie, c'est d'avoir l'impression de voir la fin du monde. C'est-à-dire que j'avais sous les yeux tout ce que j'avais entendu depuis des dizaines d'années sur l'extractivisme, le consumérisme, le capitalisme, mais qui me semblait tellement loin et tellement distant. Je voyais ça plutôt comme quelque chose de l'ordre de la science-fiction ou de l'au-delà ou du dehors, du très très loin. Et là, ça y est, tout d'un coup, je suis devant Mad Max. C'est la fin du monde. Et on n'a pas juste ce trou béant, on a les plus grandes machines du monde. On a des émissions de CO2 qui sont inconcevables. C'est 100 millions de tonnes de CO2 par an. Voilà les émissions en temps réel. Donc on est dans des volumes d'émissions qui sont au-delà de la compréhension, selon moi. Et donc voilà une image satellite de cette mine de charbon qui est toujours en activité et qui le sera encore au moins jusqu'en 2030. Et autour de cette mine de charbon, on a des centrales à charbon. On en a 4. Dont la plus polluante s'appelle Neurath. Et donc, sidération de découvrir aussi des villages rasés. On va aller exproprier les gens. L'entreprise AWE, qui est propriétaire des terrains et qui rachète les terrains, va sortir manu militari les gens de leur maison. On va raser les maisons, on va raser les villages, on va détruire les communautés. Et moi, j'étais bouleversé. Je vivais un peu dans un monde de bisounours en tant qu'artiste. Je l'avoue, je voyageais beaucoup, j'allais beaucoup à l'étranger, je prenais beaucoup l'avion et j'étais dans une espèce de bulle comme ça, j'en parlais tout à l'heure, de techno-optimisme. Et là, de voir devant moi les mêmes églises sur lesquelles je peux faire des projets artistiques détruites par des machines pour aller chercher le charbon qui est en dessous, ça a été un vrai bouleversement et en fait ma vie a changé à travers cette esthétique quand j'ai été devant cette fin du monde. Ça n'était plus possible après de continuer ma vie comme avant. J'étais vraiment saisi d'une rage contre ma propre inaction également. Alors c'est intéressant, je vais te réagir aussi là-dessus parce que souvent c'est des images de destruction qui vont parfois faire des moments de bascule. Est-ce qu'il y a aussi des moments de grande beauté, de la biodiversité, de la nature qui t'ont dit en fait cette destruction elle est impossible sur cet espace, ce lieu? Je sais que tu n'as pas forcément d'image de ça particulièrement, mais peut-être que tu as des souvenirs à nous partager. Je veux dire, il n'y a pas que la destruction qui peut aussi viscéralement nous attacher à ce qu'on a envie de préserver, il y a aussi... Pour être honnête, en tant que privilégié,
artiste, homme, blanc, plutôt avec beaucoup de chance dans les projets, j'ai fait beaucoup de voyages. Donc moi je vivais quand même beaucoup dans une belle nature et dans des espaces magnifiques à préserver, etc. Mais par contre, je n'avais pas accès à ces espaces de destruction. Je n'avais accès à ces images qu'à travers un imaginaire dystopique qui me vient de la science-fiction des années 80, j'en parlerai tout à l'heure. Et donc, en fait, en tant que privilégié, je n'avais accès qu'au beau et à toutes ces choses qui me semblaient être importantes de préserver. Mais ce qui me manquait, c'était effectivement me rendre compte que cette destruction du monde, elle est réelle. Et qu'elle n'est pas juste une idée abstraite. Donc on essaye avec Juliette Bibas, qui est la directrice du studio et qui fait les projets, et on choisit la direction artistique. On fait beaucoup de projets autour du beau, du vivant, du positif. Donc à la toute fin, je vous montrerai quelques images. Et moi, vraiment, ce qui m'a fait réagir, et c'est triste, mais ça a été la destruction, la douleur, ça a été d'aller une des destructions d'églises et de voir des gens d'une soixantaine d'années en larmes parce que l'église dans laquelle ils se sont mariés allait être rasée et parce que le cimetière dans lequel leurs familles ont été enterrées allait être excavé. Et en entendant leurs larmes, je ne comprends pas l'allemand, mais j'ai été profondément bouleversé. Et je me suis dit, bah ouais, dans mon travail, je suis beaucoup dans l'esthétique, le positif, le joli, mais le monde réel est d'une violence sociale et d'un niveau d'injustice dont je n'avais aucune idée parce que j'étais dans ma bulle d'artiste. Et il n'était plus possible pour moi, après cette réalisation, de rester dans l'inaction, en fait. Parce que j'ai toujours j'ai toujours été plutôt très à gauche et très sensible aux questions écologiques. Je me suis rendu compte ce jour-là que je n'avais jamais rien fait pour être aligné avec mes idées. Donc il y a 6 ans, tu as ce choc et là tu décides de basculer et de mettre ta pratique artistique au service de l'activisme. Comment ça se passe concrètement? Comment est-ce que les choses ont changé pour toi il y a 6 ans? Donc après vraiment cette fracture ontologique, c'était impossible pour moi de faire semblant. C'était trop douloureux en fait de repenser à ces gens expropriés, etc. La première chose, ça a été un travail à l'échelle individuelle. J'ai fait une sorte d'audit de l'activité du studio et donc de l'impact de tout ce que je vous ai montré un peu avant des différents projets. Et en fait, c'était super intéressant parce que d'abord, je me suis rendu compte que tout ce qui était vol en avion, qu'on a bien sûr arrêté, en fait, vraiment, on a baissé au moins de 95% nos vols et on en fait le moins possible. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas l'impact le plus important. Et finalement, c'était le chauffage au gaz dans notre atelier. Donc là, j'ai commencé aussi à me rapprocher de dernières rénovations, parce que on le sait, on a les chiffres et on sait maintenant politiquement ce qu'il faut faire pour réduire énormément les consommations de gaz pour le chauffage, c'est isoler massivement. La première réalisation, c'était en tant qu'individu, je vais faire tout mon possible. Je vais faire des découvertes, je vais en parler autour de moi. Donc on essaye aussi de forcer un peu tous nos amis artistes à se poser ces questions. Ils font ce qu'ils peuvent, mais en tout cas, c'est plus possible de faire des stories dans des aéroports. Moi, quand il y a des amis qui font comme ça la promotion d'une vie un peu de jet set, je suis outré et heureusement tout le monde commence à réagir, aussi dans le milieu de l'art. Donc ça a été un travail individuel. Ça a été de réduire le nombre de projets, de sortir de ce côté hyper productiviste, et donc on a trouvé un moyen de faire voyager les projets sans voyager nous. Donc ça, voilà, c'est un peu pour la petite histoire, ça a été notre travail individuel. Et après, ce qui a été beaucoup plus fondateur dans nos nouvelles pratiques, c'est de se rapprocher des activistes. Ça, c'est la forêt de Hambar, qui est juste à côté de la mine de charbon, et donc il y a quelques années, il y a des activistes qui se sont dit, ben voilà, on va arrêter la destruction de cette forêt, on va s'installer dans les arbres et on va vivre là. Et ça fait 7-8 ans qu'il y a des gens, aujourd'hui encore, qui sont dans les arbres, qui évitent que ces arbres soient coupés et que la mine soit étendue. Et ça, comme acte politique, je n'ai jamais vu, en tout cas quelque chose qui m'a autant touché. Et ça a été aussi un acte fondateur pour moi de voir que la politique de terrain, 200 personnes jeunes, avec beaucoup de femmes et beaucoup de gens extrêmement engagés,
qui s'habillent en costume de peintre et qui vont bloquer les trains qui amènent le charbon dans la centrale, ça m'a aussi bouleversé. Je me suis dit, ben voilà, voilà une façon directe de réduire les émissions de CO2. Donc depuis quelques années, je suis ces activistes, je documente leur travail et j'essaye vraiment d'amplifier à ma manière leurs actions et leurs messages. Donc avec le drone, là, j'ai pu suivre une des actions. Et puis je vais aller un peu plus vite. Après, je fais des films et des images que je montre dans des lieux culturels. Et comme ça n'est pas suffisant, et bien sûr, rien de tout ça n'est suffisant, et donc j'essaie de trouver des nouvelles manières d'action. Et pour moi, qui suis artiste, qui travaille avec la projection, l'outil évident, c'est d'utiliser le vidéoprojecteur, le laser, etc. Pour faire des actions qui vont amplifier leur message. Donc ça n'est pas mon message. Tous ces activistes travaillent sur ces sujets depuis des décennies, donc ils connaissent beaucoup mieux que moi. Et donc je vais travailler avec différents groupes comme Extinction Rebellion, comme N-Negelen 2. Plus récemment, j'ai eu la chance de suivre d'abord à Sainte-Soline et puis sur d'autres projets, les Soulèvements de la Terre, qui aussi pour moi posent des actes politiques très très forts et très très inspirants. Et donc voilà différentes projections que j'ai pu faire ces derniers temps. Parce que fini une projection sur l'Assemblée nationale. Là en plus elle est particulière. Elle est un peu particulière. Il y a une super vidéo de mon ami Vincent Verza qui a documenté tout ça. Et vous avez peut-être aussi vu hier soir une petite projection furtive qu'on a essayé de faire. Un peu un clin d'œil aussi au soulèvement de la Terre. Moi je ne suis pas nécessairement affilié à eux, mais en tant qu'artiste, avec aussi un peu d'humour, j'essaye de donner un écho à la voix et à la parole de ces activistes qui pour moi sont éminemment inspirants. Et hier soir, on a été aussi discrètement faire des petites projections dans les environs. Peut-être que vous reconnaîtrez la centrale charbon qui a été fermée l'année dernière. Et donc là encore une fois, avec la création d'images symboliques, artistiques et belles, j'essaye en tout cas de poser des questions, intriguer et commencer des débats et des dialogues autour de ce sujet. T'es pas trop fatigué parce que je crois que ça a été réalisé il n'y a pas très longtemps et la nuit. Ça te fatigue pas trop d'organiser tout ça et commencer aussi de manière plus sérieuse d'être le porte-voix de ces collectifs, de ces associations. Comment est-ce que tu travailles avec elles pour justement faire gaffe à pas soit les mettre en danger, soit relayer le bon message au bon moment de leur campagne? Comment ça se passe concrètement? Alors, effectivement, c'est épuisant. C'est un travail qui sort un peu du mandat de l'artiste, mais c'est un choix que j'ai fait pour essayer un peu de rattraper toutes ces années d'inaction où je me suis senti vraiment coupable, rétrospectivement, de ne pas m'intéresser à ces questions très très importantes. Et donc ça demande beaucoup d'organisation. Ce qui est intéressant, c'est que on a une telle pression en tant qu'artiste pour que ça fonctionne, pour qu'on trouve des clients, des festivals, etc., qu'on est obligé de se mettre dans un mode où on est très efficace. C'est-à-dire on va être indépendant, autonome en électricité, par exemple. Là, j'utilise un matériel qui est très très peu consommateur d'énergie, donc j'ai pas peu. Donc, je suis autonome. J'utilise des outils qui sont très très optimisés, mais effectivement, c'est beaucoup d'organisation et assez fatigant. Donc, je fais une action en général, je me repose après pendant plusieurs semaines. Et effectivement, la question se pose de la collusion, du mélange entre les activistes radicaux qui quelquefois peuvent avoir des méthodes d'action un peu fortes, et moi qui suis un petit peu extérieur à eux, mais qui va essayer d'amplifier leur message. Pour être très honnête, en tant qu'artiste, je suis quand même protégé par ma visibilité sur les réseaux sociaux, par le fait que je suis montré dans des institutions, dans des lieux qui m'accueillent. On a eu la chance l'année passée d'être invité par le Tetris au Havre, par Franck Testard qui est là, qui organise un grand solo show. Donc ça veut dire que le travail va rayonner aussi dans des lieux d'exposition. Et tout ça me donne une forme de protection qu'il faut que j'utilise vraiment en tant qu'artiste. Il faut que je me saisisse de cette liberté d'expression en faisant très attention de ne pas dire de bêtises. Donc, je ne m'exprime jamais au nom d'un collectif, mais par contre, quand je peux intervenir sur une télé pour parler du problème de l'eau, des méga-bassines, etc., il y a tout un travail de fond que je dois faire pour ne pas dire de bêtises.
et qui est nouveau pour moi. Donc je ne suis pas à l'abri de dire ou faire une bêtise, et j'espère que ça ne sera pas des bad buzz. Non, moi, en tout cas, celui-là est assez clair. Finalement, Le Havre, on l'a dit déjà hier soir, c'est aussi une capitale fossile en France, et là tu le dis clairement à travers un message non violent, esthétique, tout va bien. Et alors, peut-être pour revenir sur d'autres images aussi que tu as montrées, ce que tu nous dis à travers ta pratique artistique, tes mots, et même la manière dont tu t'es rendu compte de la destruction du vivant, c'est que finalement la dystopie dont tu parlais au début, c'est-à-dire l'imaginaire avec lequel tu as grandi, tu as évolué, tu as fait évoluer ta pratique artistique, et maintenant là, c'est contemporain, c'est plus une dystopie. Comment ça influence aussi ton travail? Comment est-ce que tu travailles avec cette réalité qui en fait est en train de nous rattraper et rattraper les imaginaires plus anciens? Mais c'est vrai que ma vision du futur s'est construite pendant mon adolescence, je pense, quand je grandissais et que je m'abreuvais de science-fiction, de films. Et finalement, j'ai vraiment construit cette image du futur lointain à travers la pop culture et aussi à travers des esthétiques. En tant qu'artiste visuel, je vous disais, l'esthétique est très très forte pour moi. Et c'est vrai que ce soit dans THX 138 de George Lucas, je crois, ou 2001 l'Odyssée de l'espace, on est souvent dans des esthétiques cliniques très froides, où notamment dans 2001, c'est une intelligence artificielle qui prend le contrôle à la fin. Et en fait, j'ai trouvé tout ça très beau. Et je crois que je me suis trompé dans la lecture de ces histoires. Quand je regardais Blade Runner, je trouvais ça très beau parce qu'on a une esthétique un peu techno-punk, techno-futuriste. Quand j'ai regardé 12 Monkeys ou Akira, ou tous ces films que peut-être vous aussi, peut-être vous ont marqué également, j'ai trouvé une forme de beauté. Et maintenant qu'on se retrouve dans des situations de confinement avec des villes vides, ou dans des situations qu'on a tous vécues, ou Mad Max dans la mine de charbon dont je parlais avant. Finalement, je trouve que cette esthétique et cet imaginaire dont j'ai été, qui m'a bercé dans les années 80-90, je le trouve maintenant terrifiant. Et finalement, on a même... Quand on met en parallèle Matrix ou les projets de Facebook et de Mark Zuckerberg et Meta, et finalement ça y est, on y est. Il n'y a plus qu'un pas vers cette dématérialisation du monde et vers ces univers très très dystopiques. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cet imaginaire ultra technologique, c'est la Startup Nation aussi. Et donc le gouvernement au pouvoir actuellement pense encore que c'est la technologie qui va tout résoudre, que grâce à l'innovation, tout va bien se passer. Et en fait, moi je trouve ça terrifiant en tant que créateur d'images et créateur d'esthétique, de me rendre compte que ces esthétiques de dystopie qui me faisaient envie, en fait, maintenant qu'elles sont là, elles me terrifient. Voici les images de Sainte-Soline filmées le 25 mars. Ce sont malheureusement les seules images de drones qui ont été récupérées, puisque les autres journalistes sur place se sont fait voler leurs drones par les gendarmes. Donc je me retrouve dans une drôle de situation où en tant qu'artiste, ces images qui étaient destinées à un projet artistique se retrouvent comme des preuves pour défendre les blessés de Sainte-Soline. Et puis on a vraiment des images d'une violence, parce qu'on avait, vous savez tous sans doute, il y a eu plus de 5000 tirs à l'arme de guerre sur des manifestants dont une grande majorité était pacifique. Et moi j'étais dans ces groupes, je me suis fait tirer dessus à la grenade de désencerclement. À côté de moi j'ai vu des journalistes tomber parce que mutilés par des grenades, donc vraiment par des armes de guerre, soyons très clairs. Et c'est vrai que cette réalisation que ces imaginaires-là dystopiques me terrifient, et je pense qu'il est important que les artistes se saisissent et créent peut-être aillent au-delà de ces images horribles. Ouais, alors il y a marqué nouveaux imaginaires parce qu'en fait il y a aussi l'idée de pouvoir à travers toute cette dystopie se dire, et j'en parlais au début dans mes premières questions, il y a aussi du beau à préserver et peut-être du beau à construire ensemble. Et comment est-ce que les artistes peuvent nous aider? Et c'était un peu
l'échange qu'on avait avec Mehdi hier soir finalement, comment est-ce que les artistes peuvent nous aider à imaginer soit des solutions, soit le monde dans lequel on a envie de pouvoir évoluer. C'est le rôle des partis politiques, c'est le rôle d'Europe Écologie Les Verts de présenter une société plus souhaitable, plus résiliente, et tous les mots-clés qu'on met à chacun de nos programmes, solidaires, etc. Mais vous participez aussi à la construction de ces imaginaires-là, les artistes, que ce soit dans les arts plastiques, les arts cinématographiques, littéraires, etc., pour montrer aussi et embarquer celles et ceux qui pourraient douter que ça puisse exister. La dystopie existe, mais l'imaginaire positif peut aussi exister si on s'en donne les moyens. Oui, je pense que c'est indispensable de faire cet effort et de faire ce travail pour s'extraire de cette esthétique et de cette dystopie. J'avoue que c'est pas facile, c'est pas naturel, parce que j'ai été vraiment biberonné à cette esthétique noire et blanche et à cette esthétique ordinateur et technologie. Mais voilà, si on veut que d'autres imaginaires et d'autres futurs adviennent, il faut d'abord les penser et peut-être créer des images, les écrire aussi. On est très sensible au travail de Alain Damasio, qui fait aussi un travail très très critique sur la place des technologies dans le monde et dans le futur. Encore une fois, avec Juliette Bibas du studio, on essaye d'abord de se rapprocher du vivant. Ce que vous voyez ici, c'est très simple. On ne fait presque rien, comme l'intervention est très très minimale. C'est-à-dire qu'on vient amener une ligne de lumière sur des plantes, sur des arbres, sur du vivant. Et en fait, on vient montrer combien la nature et les structures des arbres, des plantes, etc., ont aussi intrinsèquement une esthétique extrêmement inspirante et qu'on n'a pas besoin forcément d'imprimer en 3D des structures géométriques hyper complexes. On essaye aussi de sortir de cette idée selon laquelle l'hypertechnologie serait synonyme de progrès. Donc on essaye de faire des projets dans la nature. Ici on utilise des petits brumisateurs et donc on brumise de l'eau qu'on récupère dans une source juste à côté. Et donc voilà, l'eau s'écoule, on la brumise et elle continue de s'écouler, donc on a un impact le plus limité possible. Et on utilise un vidéoprojecteur hacké qu'on a modifié pour qu'il consomme moins d'énergie. Et là encore, on avait quand même l'usage d'un vidéoprojecteur, donc pour aller encore plus loin, on essaye de s'affranchir carrément de la technologie en utilisant la lumière du soleil, qui est abondante, gratuite, et même si elle est intermittente, elle permet des choses assez fabuleuses. Et donc là, on a simplement fait cette petite installation où on a des gouttes d'eau à travers les arbres, qui crée aussi ce moment un peu sublime. Et je pense que dans les années qui viennent, on va continuer à travailler autour de ces questions des sources de lumière. On va essayer d'utiliser la lumière du soleil de plus en plus. On utilise quand même un petit peu de technologie, mais plutôt des systèmes Arduino embarqués 5 volts. Donc on essaye de rester dans une forme de sobriété, ou en tout cas dans l'usage raisonné quand on développe des outils. Donc on fait beaucoup de recherches. Ce que vous voyez là, c'est uniquement un faisceau de lumière du soleil. Donc là où d'habitude on aurait fait ces projets-là avec des gros vidéoprojecteurs, avec du matériel compliqué, etc. Là on a un système optique très simple de lentilles de verre qui concentre la lumière à l'intérieur d'un bâtiment. Et finalement on a une expérience sensorielle presque plus riche qu'avec les gros vidéoprojecteurs, puisqu'on sent la chaleur du soleil, on a les différentes lumières qui composent la lumière blanche qui se diffractent. Et donc finalement, on retrouve un rapport à la lumière hors technologie qui nous inspire beaucoup. Et donc on va continuer à utiliser des outils qui utilisent le moins possible d'électricité et d'énergie. Et voilà, c'est un peu l'impulsion qu'on a envie de donner, non pas juste au studio, mais on essaye aussi de convaincre les artistes autour de nous pour s'extraire de l'hyperconsommation et voilà, créer des imaginaires qui soient plus autour de la sobriété, avoir un usage des technologies et des ressources qui soit beaucoup plus raisonné. Ça malheureusement c'est pas encore vraiment prégnant dans le milieu des arts numériques, mais voilà, c'est ce qu'on essaye un peu de réfléchir. Alors peut-être s'il y a des questions dans la salle avant que moi je pose ma dernière question. Je sais pas si... Ah, on dit bravo pour Sainte-Soline.
Je crois qu'on peut même t'applaudir de fournir les preuves aussi qui vont être essentielles à l'ensemble des combats. Et justement, la question, elle était là-dessus. Ce moment où tu deviens un artiste engagé qui va documenter. C'est quand même des changements de métier, des changements d'approche. Et comment est-ce que tu gères ça aussi en tant qu'artiste, de ton engagement qui, en 6 ans, prend de la visibilité, de la puissance, t'es invité à en parler auprès de militants d'un parti politique. Comment est-ce que tu envisages ça dans les prochaines années? Comment est-ce que ça modifie déjà ton quotidien peut-être? Et comment est-ce que voilà, tu vas vivre avec ces deux mondes qui doivent se parler pour essayer de transformer le réel et arriver vers ces imaginaires plus positifs? Le premier gros changement dans ma pratique, c'est de trouver du sens. Bon, j'étais très heureux avant de faire des belles installations et des choses jolies dans beaucoup de musées, etc. Mais c'est vrai que d'accompagner des activistes sur le terrain, finalement, c'est dans l'action que je trouve du sens et de l'espoir. Donc ça prend beaucoup d'énergie. Heureusement, dans beaucoup de groupes comme Extinction Rebellion, et je salue Extinction Rebellion, la branche avraise, qui fait aussi des choses ici et qui a bien du courage dans toutes ces luttes. Et on voit ici. Merci beaucoup. Et alors cette banderole, elle est la bienvenue ici, elle peut rester jusqu'à samedi minuit. Avec plaisir. J'ai beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges très inspirants. Moi, vraiment, j'ai été bouleversé de voir les élus EELV à Sainte-Soline. Pour moi, c'est une preuve de courage politique que de prendre le risque d'avoir un bad buzz, d'être associé médiatiquement à certaines dérives, etc. Donc c'est vrai que c'est la présence des élus à Sainte-Soline le 25 mars qui, moi, m'a convaincu de faire l'effort aussi de sortir de mes sphères agriculture et de me rapprocher aussi de personnes qui m'inspirent. J'ai toujours été sensible j'ai toujours eu une sensibilité de gauche, mais tristement, le PS m'a pas inspiré depuis 4 décennies. Et donc, de voir l'émergence de beaucoup de figures féminines, féministes, ces dernières années, en fait, ça m'a aussi bouleversé, autant que de voir des activistes sur le terrain. Et donc, c'est vrai que je pense qu'il y a des liens à faire et des connexions à tisser. Et donc voilà, je ne sais pas du tout comment les choses vont évoluer. Je commence à sentir en tant qu'artiste que l'intimidation de la part des forces de l'ordre et du gouvernement se rapproche de plus en plus de moi. Je commence à avoir des convocations chez la gendarmerie au sujet de certaines de mes projections. Donc encore une fois, je suis relativement protégé puisque la loi ne condamne pas des projections de lumière qui sont éteintes instantanément à partir du moment où ça n'est ni publicitaire et qu'il n'y a pas d'insulte ou d'outrage. Comme moi, j'amplifie un message ou des logos, je suis dans quelque chose je suis dans la création d'images en tant qu'artiste, et ça aussi, ça me protège. Donc je vais utiliser cette forme de protection que je peux avoir aussi du fait de travailler avec beaucoup d'institutions, beaucoup d'endroits qui montrent mon travail, et il faut que j'utilise, je pense, ce privilège pour aider amplifier ces messages d'activisme. Donc c'est épuisant, mais c'est aussi riche de rencontres, d'échanges, et encore une fois, ici, depuis hier, ça se vérifie, puisqu'il y a eu vraiment énormément de moments très intéressants, de débats de fond, qui font beaucoup de bien aussi aux artistes, de se poser des questions sociétales et plus profondes que juste créer du beau. Mais écoute, merci beaucoup, merci pour cette rencontre. Je crois que tu restes encore quelques temps là sur le site des journées d'été, donc ça permet aussi à plein de militants de t'interroger sur ton travail. Je sais que c'est disponible. Tu étais hier après-midi au moment de dehors, mais en tout cas, on va pouvoir te reconnaître et pouvoir t'interroger aussi, parce que je sais que c'est des rencontres qui sont parfois un peu timides entre les militantes et les militants et les artistes, et donc on a besoin de discuter encore plus longtemps pour apprendre à se connaître. En tout cas, merci. Peut-être qu'on verra d'autres images du Havre. En tout cas, merci encore pour les installations que tu as pu faire. J'espère qu'elles se sont bien déroulées.
et qu'on enverra d'autres. Merci beaucoup. Merci. Je vais vous laisser sur une petite image que je ne vais pas laisser très longtemps, mais qui est une projection qu'on a faite hier. Ce sont eux les vrais éco-terroristes. Donc voilà. Tout ça avec une projection esthétique pour un peu provoquer le débat. Et merci encore. Merci.